Julien, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça, en permanence si tu te laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Ouah, c'est profond ça. C'est qui a dit ça? C'est Platon? C'est Rocky. Grand philosophe. On la croyait morte, elle est ressuscitée, elle est vraiment ressuscitée, elle est vivante parmi les morts. Je parle de la boxe, le noble art, le « personne frappe plus fort que la vie ». On a actuellement des superstars, hein, Fury, Joshua, Usyk, Canelo. On voit des combats qui battent tous les records d'audience et de cash aussi, hein, Floyd Mayweather, Conor McGregor ou des Ryan Garcia versus Gervonta Davis. Et puis il y a aussi des influenceurs, hein, Jake Paul, Mike Tyson, c'est ouf. Et puis côté sport de combat, il y a aussi la hype du MMA. Bref, on va parler de tout ça parce que les gens pensent qu'en Suisse on est chill. Que dalle, on est des fous, on est des zinzins. On a eu notre âge d'or de la boxe professionnelle qui a vu émerger des célébrités et véhiculer aussi de nombreux clichés. Aujourd'hui on fait de la boxe plus pour rester en forme que pour avoir le visage difforme. On vous explique cette évolution sociologique et pugilistique. À chaque fois je pète cette poterie là. Se taper dessus à coups de poing, ça existe depuis la nuit des temps. Mais concernant la boxe anglaise, ça commence au XVIIIe siècle dans les cercles très fermés de la noblesse anglaise précisément. On y prouve sa force, son courage, sa virilité. Puis ça devient populaire, hein, dans les quartiers moins bien famés, des matchmakers organisent des combats illégaux. On s'y presse pour parier. Toi, je te mets au défi de me battre. Quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Ah, t'es venu avec tes petits copains là et tu voudrais bien qu'on se foute des nions, hein? C'est de ça qu'on parle? Ouais, c'est bien de ça qu'on parle. Mais c'est un peu le boxon, y a pas trop de règles, on fait ça n'importe où, avec n'importe qui. Je t'aimais, Tommy. Tu le sais, ça? Toi et moi, on était comme ça, Tommy. Et c'est bien souvent l'arrivée de la police qui signe la fin des débats. Puis, en 1865, le fameux marquis de Queensbury et le journaliste gallois John Graham Chambers mettent en place une série de règles pour en faire un sport qui valorise plutôt l'agilité et la tactique que les grosses patates de cow-boy. Donc avec ces nouvelles règles, on n'a plus le droit de frapper un adversaire au sol, c'est pas mal ça. On arrête le combat si un des deux boxeurs est dans l'incapacité de se battre. On met en place un système de points, interdiction de se battre à main nue, ça aussi c'est bien. On instaure des rounds avec des limites de temps et on n'a plus le droit d'étouffer son partenaire. Mais non! Ah ouais, apparemment avant on avait le droit d'étouffer. Ça c'est aussi très bien. Et puis enfin il y a aussi 3 catégories de poids. C'est cool, quand on fait 60 kg versus 120 kg, ça peut être utile. Bref, il y aura en tout une vingtaine de règles. Ça donne la boxe anglaise qui va progressivement devenir populaire à la fin du 19e siècle, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Tout ça pour vous dire que la boxe telle qu'on la connaît apparaît dans ces eaux-là, hein, et qu'en fait on va très vite avoir un champion international d'origine suisse. Cocorico, hop Suisse. Et oui, le premier champion helvète c'est Frank Erne. Erwin, c'est son vrai prénom, vient d'une famille argovienne modeste. Son père, brasseur, décide de fuir la crise économique qui frappe le canton et emmène sa famille aux États-Unis. Dans les quartiers de Buffalo, Erwin va pas mal se faire chamailler par les autres migrants allemands à cause de son accent suisse-allemand. Donc oui, première info, il y a un monde où c'était les Suisses, les migrants qui se faisaient discriminer. Erwin, devenu Frank, va devenir champion du monde des poids plumes en 1896, puis champion du monde des poids légers en 1899 en battant au point en 20 rounds Kid Lavigne. Ah, il a tabassé le kid d'Avril Lavigne, attends, je comprends plus rien. Ernest a un véritable gentleman, hein. Il est humble, cultivé et s'habille bien, et à cause de cela, il est surnommé le boxeur de salon ou encore Pâquerette. Et oui, son blast c'est Pâquerette. Mais sur le ring, il n'a rien d'un fleuriste, hein. C'est plutôt un boucher. Et il va vivre jusqu'à 80 ans en bonne santé. Faut dire que c'était un stratège du ring, hein, qui ne prenait pas trop de coups et qui a raccroché les gants assez vite. Et en fait, ce sera le seul Suisse qui sera encore jusqu'à aujourd'hui sacré champion du monde. Il va même être intronisé à titre posthume au Hall of Fame de la boxe. Légende. Legendary. Louis Clément, Maurice Dubois, la Suisse en fait va connaître quelques beaux champions aux trajectoires diverses. Bon, mais on ne va pas se mentir, si vous pratiquiez la boxe à cette époque-là, il fallait investir dans un Thermomix pour vous faire des soupes, car c'était fort probable de perdre un œil et quelques prémolaires. Et comme ça n'existait pas, le Thermomix, c'était la galère. Comment on faisait des soupes, Julien, à l'époque, sans Thermomix? Bah, je pense on mettait des patates comme ça aux pommes de terre. C'est Monsieur Patate, je te signale, espèce de traître.
Bon, on va faire un saut dans le temps. La boxe va connaître un nouveau souffle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'âge d'or du noblard en Suisse. Les gens se passionnent pour les combats. La salle communale de Plain Palais, puis l'ancien palais des expositions accueillent régulièrement des champions et sont pleines à craquer. Le climax de cette période, c'est la venue du célèbre champion américain Sugar Ray Robinson en 1951 devant 8000 spectateurs en folie. Il surclasse son adversaire. Voilà, vous êtes en train de vous dire, Tristan, on pensait que l'éthique helvétique c'était une émission de réflexion et là t'es en mode nerd shitbox. Excusez pardon, c'est la passion. On va s'arrêter dans les années 60-70 pour comprendre la motivation et le profil de ces athlètes qui ont fait vibrer les foules. Alors pourquoi on s'arrête sur cette génération? Eh bien parce qu'il y a pas mal de vedettes avec, vous allez le voir, des caractères très différents et intéressants. C'est une époque aussi que Bertrand Dubout, journaliste spécialiste de la boxe à la TSR, a connu puisqu'il était de tous les galas et il l'a bien documenté dans son ouvrage Un siècle de la boxe en Suisse. Il y a des images, ça se tape, bing bing. Et c'est aussi une époque où on commence à avoir pas mal d'archives de la télévision suisse romande, donc c'est chouette. Une des plus belles boxes de Suisse, à mon goût, de toutes les archives que j'ai visionnées, c'est celle de Fritz Schervet. 25 victoires, un seul match nul, aucune défaite. Plus aucun boxeur du continent, à l'exception du champion d'Europe Adsori, ne veut plus rencontrer notre Schervet numéro 3. Regardez-moi ces déplacements, ce petit jab vicieux, c'est de toute beauté. Il faut toujours faire attention à les mains en haut parce que... Il n'en a pas l'air comme ça, mais Fritz Schervet, c'est une star à l'époque. Il est capable de remplir les 11 000 places du Hallenstadion de Zurich. Un entraîneur, une famille, une ville, un pays sont derrière leur champion. Et pourtant, Schervet, c'est un timide, un introverti, il vient d'un milieu modeste, il appartient à une grande fratrie de boxeurs que sa mère élève seule. Fritz et Werner, le yéyé. Quand il n'est pas à la salle, et même si c'est une célébrité, Fritz est menuisier. Faut dire qu'en Suisse, la boxe, ça ne paye pas. Mais bon, il s'en fiche un peu parce qu'il adore son métier. Et puis, on est très content avec lui. Il gagne pas des 1000 et des 100 avec ses primes et il confie son pécule à son coach, Charlie Buller, peut-être le coach suisse le plus capé. En fait, ils viennent souvent de milieux populaires, ces boxeurs, ouvriers, immigrés, et on leur colle facilement l'étiquette de brutes, violentes et débiles. Mais en fait, pas du tout. Vous étiez bien vu dans votre classe par les professeurs? Eh bien, vous savez, quand on est fils d'un bistrotier à la campagne, on vit plutôt sur la rue et en compagnie des gens dans le bistrot. Alors disons que j'étais pas tellement bien vu, je boxais encore en plus. Auprès de mes camarades, ça me donnait une certaine auréole, mais disons auprès de mes professeurs, on dit ouais, c'est Buller, c'est le gamin de la rue. Bien des personnes considèrent que le boxeur ne peut pas être intelligent. Pourquoi? Ça, c'est une grave erreur. Ça, c'est l'opinion publique qui est transmise depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et là, je crois que c'est surtout la presse écrite qui en est la cause. Les événements changent si rapidement que le boxeur doit être intelligent et avoir une intelligence, disons, naturelle. Que la plupart des boxeurs n'ont pas une instruction, une culture. Bien là, ça c'est autre chose. Et oui, Charlie Buller, il vient aussi d'un milieu modeste. Et il le dit très justement, ce n'est pas parce qu'on ne s'exprime pas bien qu'on n'est pas intelligent. Parce que ça, c'est du mépris de classe et c'est devenu un cliché. Et les boxeurs vont souvent en être victimes. Prenez Buller, il est intelligent, il est même brillant, c'est un grand stratège qui va mener ses athlètes, dont Schervet, au plus haut niveau. Parce que la boxe, c'est d'abord une partie d'échecs. 4 fois champion suisse amateur, Nussbaum boxe en tant que professionnel depuis le 13 novembre 1970. Il compte 19 victoires sur 19 combats, dont 15 avant la limite. Mais plus qu'un challenger, Nussbaum est la lucidité faite boxeur. T'es pas la personnalité typique du boxeur, quoi. Non, mais attention, là on comprend le sujet. Je suis pas la qu'est-ce qu'est vraiment la personnalité typique du boxeur? Bon, la société elle a une évolution. Il y a 10 ans en arrière, ou 20 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, il est clair que le boxeur venait vraiment des couches sociales pauvres. Voilà. Et puis qu'il essaie de s'en sortir par ses moyens. Maintenant, socialement, les gens ont quand même du bien. Et cette fausse opinion du boxeur, je trouve qu'elle a tendance à changer. Et il y en a, on pourrait en citer plusieurs. Bon, mais ça reste quand même dans l'esprit des gens que le boxeur, c'est le type qui est idiot. Incontestablement, on se fait une idée type du boxeur. Nussbaum, pourtant, échappe au mythe. Les élèves d'une classe de 5e année primaire font du reste ressortir ce phénomène. À ce qu'on croit, les boxeurs ont le visage défiguré. Ce n'est pas le cas pour Eric Nussbaum. Il n'a pas les oreilles en feuille de chou, ni la figure abîmée. Si on ne savait pas qu'il était un boxeur, on croirait que c'est un honnête homme.
Il est calme, courageux et n'a pas l'air d'un bagarreur. L'agressivité au début doit être très nette, non? Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai de la peine à faire le retour en arrière et puis m'imaginer que j'ai eu de l'agressivité dans un combat. Ça, il me semble que jamais je l'ai eu. Par contre, il se peut très bien que j'allais à la salle en disant je vais travailler, je vais me faire souffrir, je vais donner quelque chose. Et c'est là où passe l'agressivité. Puis c'est là où elle se liquéfie. On voit clairement avec Eric Nussbaum, parce qu'il s'exprime bien, que la boxe, c'est pas un sport de brutes débiles. C'est un sport dur, il faut être discipliné pour acquérir la condition physique et la technique pour performer au plus haut niveau. Bon, ok, mais après, tu perds quand même pas mal de neurones et tu mets ta santé en jeu. Mais ça, c'est clair que c'est un procès qu'on fait souvent à la boxe, le fait que c'est un sport délétère. Mais si t'y penses, le hockey, le rugby, le parapente, l'équitation, les sports automobiles, tous les sports extrêmes, le cyclisme, genre quand vous dépassez les 100 km/h dans la descente du Tourmalet, en juste au corps, avec un petit casque, c'est beaucoup plus dangereux que la boxe. Le football aussi, c'est le sport avec le plus de blessures graves. Les croisés, tu connais. En fait, la boxe n'arrive dans aucun classement des sports les plus dangereux. Ok, mais si tu te détruis pas toi-même, tu vas détruire ton adversaire. C'est ça le but de la boxe quand même. Mais tu t'imagines pas que tu marques tes adversaires. Ouais, d'accord. Pas seulement parce qu'il a reçu des coups, mais... Mais c'est ce qu'il fait. C'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Écoute, celui qui fait de la course automobile et puis qu'il y a un accident qui reste sur une chaise roulante toute sa vie, il a joué le jeu, il l'a perdu. La malchance a voulu que... Mais oui, je me fais pas l'avocat du diable, t'as quand même raison, il y a des gros problèmes dans la boxe professionnelle. Et je dis bien professionnelle, quand l'argent entre en jeu, et on va en reparler. Mais tous les observateurs de boxe et de sport de combat en règle générale le disent. L'intention première du boxeur, c'est pas de détruire l'adversaire, mais d'opérer un geste technique, d'être stratégique, de toucher sans être touché, d'esquiver, de remiser. C'est une performance sportive. Nous ne sommes plus au début de la boxe anglaise, les règles sont précises et visent à protéger l'intégrité des athlètes. Des athlètes de haut niveau, pas des cow-boys de saloon. Après, il y a aussi des écorchés vifs qui font ce sport, c'est clair. Et le Bernois Walter Blazer, lui, c'était particulièrement intense. Blazer, c'était le cogneur, 38 combats dont 24 qu'il termine avant la limite. Tout le monde accourait pour le voir mettre KO ses adversaires. Mais son plus grand combat, c'était contre lui-même qu'il le menait. Un homme, une femme, 3 enfants, une famille heureuse, sans histoire. Le père, âgé aujourd'hui de 38 ans, est un champion à la retraite. C'est Walter Blazer, l'ancien boxeur. Il est né pauvre dans la montagne, placé chez des paysans, il a dû travailler dès son plus jeune âge. Grâce à ses succès, il ouvre un 2e établissement dans le quartier chaud de Genève. En même temps qu'il se prépare à combattre pour le titre européen, la chance de sa vie. Mais ce match lui sera fatal, à cause des bistrots, de la fatigue, du poids du passé. Ce devait être la fête, ce fut le cauchemar. Depuis lors, Blazer n'est plus que patron de café. Certains supporters se souviennent cependant encore de lui, mais pour le provoquer, pour lui casser la gueule. Son image de boxeur lui colle à la peau. La violence, il n'arrive pas à s'en défaire. Aujourd'hui, je suis content, j'ai une famille, c'est le plus important pour moi. J'ai toujours rêvé de ça, comme quand j'étais enfant. Voir une famille, là je trouve les chaleurs. Ça me manquait beaucoup quand j'étais enfant, les chaleurs. Aujourd'hui, Walter Blazer a choisi. Il ne remontera plus sur un ring. Il a remporté son dernier combat, mais sur lui-même. C'est peut-être sa plus grande victoire. Non, malheureusement, ça ne se terminera pas si bien en réalité. En fait, ça ne se terminera pas bien du tout cette histoire. Trouble psy, problème d'argent, violence, pris d'un accès de folie, il poignardera sa seconde épouse à mort avant de retourner le couteau contre lui et de se suicider. Chervet vieillira bien et décédera à 77 ans. Nussbaum sera foudroyé par un lymphome à 48 ans seulement et Blazer se suicidera. 3 hommes, 3 personnalités et 3 destins différents. Mais pourquoi en fait ils ont choisi cette voie de se prendre des coups comme ça et d'en donner? C'est ce qu'a essayé de comprendre le sociologue Loïc Vacan. Loïc Vacan,
C'est un disciple du fameux Pierre Bourdieu, un Bourdieu qui disait que la sociologie était un sport de combat. Vacant, lui, il se demande au contraire si le sport de combat peut être un sujet sociologique. En réalité, ce sur quoi travaille Vacant dans les années 90, c'est la criminalisation de la misère et l'hypercarcéralisation aux États-Unis en lien avec la question raciale. En bref, pourquoi les Afro-Américains prennent si cher. Une recherche qui va le conduire à pousser les portes d'une salle de boxe. Un jeune universitaire français, tout bouclé, au milieu du ghetto noir qui va apprendre à boxer. Fallait oser. Alors, premier facteur qui génère la vocation pugilistique, la masculinité. Oui. Et il y a une espèce de mouvement osmotique entre la masculinité de la rue et la masculinité de la boxe. Alors, les valeurs masculines traditionnelles, c'est la dureté au mal, c'est l'indifférence au risque, c'est la suppression des émotions. Deuxième facteur, c'est la classe d'origine, qui est, ce sont des métiers du corps, qui sont en continuité avec les métiers ouvriers, historiquement, et qui font appel à une conception instrumentaliste de son propre organisme. Le troisième élément, c'est le quartier. Les boxeurs viennent beaucoup de quartiers difficiles. Et le dernier facteur, c'est le facteur ethnique. Historiquement, les boxeurs proviennent d'ethnies ou de populations immigrées qui sont stigmatisées. Et ce qui les attire dans la boxe, c'est que justement la boxe permet d'atteindre un honneur. En montant sur le ring, en faisant montre de bravoure, eh bien, on obtient l'admiration du public, l'assentiment des pairs, et on rentre dans une confrérie glorieuse. Le moindre petit boxeur de club est associé par une espèce de longue chaîne de lettres avec les boxeurs les plus éminents, les plus illustres. On partage quelque chose avec les Mohamed Ali, les Joe Louis, les Rocky Graziano de l'histoire de la boxe. Et même si la sociologie des ghettos noirs américains et celle de la Suisse sont radicalement différentes, on peut tout de même dégager des raisons universelles à l'envie de boxer. Les années 70, c'est la folie, c'est l'apogée du greatest Cassius Clay alias Mohamed Ali. Un boxeur qui marquera l'histoire de bien des manières. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Je fais bien l'abeille, hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Pour la première fois de son histoire, la télévision suisse ouvre ses plateaux, ouvre son antenne à 4h du matin pour un événement sportif. Vous vous rendez compte, faire lever l'équipe des sports à 4h du matin, c'est presque un plus grand exploit que le combat en lui-même. Mohamed Ali, il est connu pour son style, mais c'est aussi une icône culturelle et politique. Et Ali n'est pas dupe. Le business de la boxe, le boxing business comme on dit, eh bien c'est une belle cochonnerie. Mohamed Ali dit, je cite, « C'est vrai que je n'ai jamais fait qu'une seule chose dans ma vie, combattre. Mais il y a toujours une partie de moi qui se rebellait contre ça. Peut-être parce que ceux qui en tirent profit ne pensent pas que les boxeurs sont intelligents. Ils nous considèrent seulement comme les instruments d'un divertissement pour riches. J'ai toujours cette image cauchemardesque de deux grands esclaves noirs qui se battent jusqu'à s'annihiler l'un l'autre pendant que leur maître fume de gros cigares en criant et en nous exhortant excités par le sang. » Faut bien le dire, dans la boxe professionnelle, les sportifs ont souvent été maltraités. Cachets misérables, combats truqués, mise en danger de l'intégrité physique. En effet, le but des promoteurs, ce n'est pas la beauté du sport, mais l'argent. Et donc pour ça, il faut du spectacle et donc des KO. Et les boxeurs ont une conscience aiguë, charnelle, du fait qu'ils sont exploités. Ils utilisent 3 idiomes pour exprimer ça. D'abord l'idiome de l'esclave, qui évidemment a une résonance particulière pour les boxeurs noirs américains. Le deuxième, c'est le langage de la prostitution. Et ils disent, je suis une pute et mon manager ou mon promoteur, c'est le Mac qui ramasse l'argent. Et comme les putes, tant que j'amène de l'argent, mon Mac me protège et du jour où j'amène plus rien, il me jette. Et le troisième idiome, c'est l'élevage d'animaux et notamment l'image de l'étalon. Et donc ils ont une conscience très, très aiguë de l'exploitation et il y a la croyance que les autres sont exploités, les autres sont détruits. Mais moi, je serai celui qui échappera, moi, je serai celui qui saura s'arrêter à temps. Et donc cette croyance qu'on sera l'exception qui confirme la règle fait que les boxeurs s'adonnent quand même à leur métier. Les dérives du boxing business en Suisse, on va bien y avoir droit avec l'histoire du Rocky suisse. J'ai nommé Enrico Scacchia. Bon, mais c'est quoi cette histoire de Rocky suisse ? Enrico Scacchia, c'est une belle gueule et un gros direct.
Il parle 3 langues nationales et devient vite le chouchou des Suisses. Il était un Italien sans papa, c'est sa maman qui s'occupait de lui. Il voulait devenir quelqu'un, et il a essayé, il a mis tous les moyens pour devenir quelqu'un. Voici Rocky, je crois, qui arrive. Le voici. Alors c'est Gabriel Lazur qui avait quelque chose à demander à Rocky. Gabriel Lazur. On m'avait impressionné quand j'étais arrivé sur les rings. J'étais comme frappé. C'est pour ça que j'ai pas mis les pantalons, pour te plaire. Ah, je suis un peu déçu là, j'attendais plus, non? C'est tout? Pour l'instant, c'est tout, oui. Il va même devenir acteur. Grisé par le milieu du showbiz, il va peu à peu perdre ses repères. Il prend trop de médicaments, ne s'entraîne plus correctement et les premières défaites vont arriver. À partir de là, c'est la descente aux enfers. Scakia se brouille avec tout le monde, sa carrière est mal gérée. En quête d'un nouveau manager et d'une nouvelle équipe d'entraînement, il s'adresse à l'affairiste zurichois Jörg Staubli, personnage controversé tant dans les milieux d'affaires que sportifs. Dans le monde de la boxe, cette association est très mal ressentie. Écoutez, si c'était mal vu ou pas, j'en sais rien, et je dois vous avouer que je m'en fous royalement. Ce qui était simplement, c'était un garçon qui est très gentil, que je connaissais, qui m'a demandé de lui aider sur le plan financier. Je l'ai fait avant tout pour lui. Si en plus de ça, on aurait pu promouvoir un produit avec lui, tant mieux. Si ce n'était pas le cas, ça faisait rien du tout. Point à la ligne. Il perd et se prend beaucoup trop de coups. Et à 28 ans seulement, c'est la fin. Les dégâts neurologiques sont trop graves. Il n'a plus le droit de combattre. Son addiction et ses sautes d'humeur l'éloignent de sa famille. Il se réfugie dans la religion et devient chauffeur de taxi. Avant de mourir, l'ancien idole aurait dit qu'il aurait souhaité que la boxe professionnelle, dangereuse et mal encadrée selon lui, soit interdite en Suisse, mais qu'en revanche, la boxe amateur soit enseignée à l'école. On a tout dans l'histoire de Scakia, la grandeur, la déchéance, l'argent, la gloire, la chute, l'amour, la haine. Même si on aura encore de beaux champions comme Mauro Martelli, il faut le reconnaître, la fin de Scakia, c'est un peu le dernier clou dans le cercueil de la boxe en Suisse. En effet, le sport décline. Les raisons sont nombreuses, mais on peut citer l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière, les problèmes du boxing business, l'image de sport violent et le boxon dans les ceintures et les fédérations. Tout ça va faire en sorte que le public roman va de moins en moins s'y intéresser et que la TSR va cesser d'en diffuser. La boxe a perdu beaucoup de son crédit, de sa magie, de sa puissance planétaire. On n'est plus à l'époque où on se levait aux aurores pour voir, ou même au milieu de la nuit, pour voir des matchs aux États-Unis ou ailleurs. La boxe s'est fait beaucoup de mal avec ses différentes fédérations. Il y a tout un business là au milieu qui a contribué à la discréditer, si j'ose dire. Et puis les goûts du public évoluent. Et en ce sens, la boxe ne fait plus recette auprès du grand public comme elle l'a fait il y a très longtemps. Massimo Lorenzi, c'est lui notre étalon italien. Ça, c'est la ligue reine du MMA, l'UFC. Un show et des combats spectaculaires, une hiérarchie plutôt claire, a priori pas de match truqué et des stars qui s'affrontent constamment. Contrairement à la boxe anglaise où on peut attendre 10 ans avant de voir se défier 2 champions. L'UFC a relancé l'intérêt pour les sports de combat et on a même un fribourgeois qui s'en sort pas trop mal là-bas, Volkan Ozdemir. Le phénomène UFC, boosté par les réseaux sociaux, a également redonné un engouement pour la boxe. Le combat entre la star du MMA Conor McGregor et le boxeur invaincu Floyd Mayweather a battu des records d'audience. Et les influenceurs comme Jake ou Logan Paul s'y sont mis à la boxe en défiant même des légendes comme Mike Tyson. Bref, grosse hype mondiale. Aujourd'hui, les clubs de boxe en Suisse romande sont à nouveau pleins et que ce soit l'ado en crise d'identité ou le banquier, tout le monde pratique la boxe. Mais bon, c'est surtout de la boxe pour se maintenir en forme ou de la boxe amateur. Ah ouais, j'avoue, autour de moi, je vois tout le monde qui commence à faire de la boxe. Comment t'expliques ce phénomène? On est devenu une société de plus en plus individuelle où les individus doivent se lancer des défis personnels qu'ils vont relever dans une démarche de construction du soi qui est de plus en plus individualisée. En fait, c'est un peu la même chose qu'avec cette hype de la course à pied. Je
hait la course à pied. Alors qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé depuis toutes ces années? Ce qui a changé, eh bien c'est l'arrivée des femmes dans les clubs. Désormais, elles sont souvent à part égale avec les hommes. Et côté professionnel, même si leur nombre reste encore confidentiel, on commence également à avoir des championnes. Et oui, on a eu par exemple la genevoise Ornella Domini qui a été championne européenne IBU. On a également eu la fribourgeoise Olivia Belkacem, entrepreneur, artiste et mère de famille, mais qui trouvait quand même le temps d'enfiler les gants. Et selon elle, l'évolution est flagrante. En 20 ans, j'ai vraiment vu une claire évolution. J'ai passé la porte, il n'y avait que des hommes. Le prof du coin de l'œil m'ayant vu, il m'a même pas regardé. Il m'a dit pour le fitness, c'est à l'étage. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Honnêtement, si on passe les portes d'un club de boxe, on voit autant d'hommes que de femmes. Et puis ce film, on en parle de ce film, $1 Million Baby. Voilà un autre truc qui me fait pleurer avec le Roi Lion. Un film américain sur une boxeuse, un film oscarisé qui plus est, preuve que les temps changent. Ce qui est bien avec ces boxeuses, c'est qu'elles cassent définitivement le mythe du boxeur bourru et cervelé qui se battrait pour le plaisir de faire mal. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est cette équation boxe, immigration, utilité sociale. Si on passe en revue les grands coachs de boxe qu'on a actuellement en Suisse romande, on s'en rend vite compte. Fouad Ben Saoud à Lausanne, Mohamed Belkacem à Fribourg, Giorgio Costantino et Sami Rotic à Genève, ils ont tous des accents d'ailleurs, mais un rôle social bien local et des parcours de vie souvent durs. C'est le cas de Sami Rotic qui a dû fuir la Bosnie durant la guerre et qui n'avait pas un sou en poche quand il est arrivé à Genève et a poussé la porte d'un club de boxe. Et désormais, c'est à son tour de s'occuper de jeunes en difficulté. C'est-à-dire, moi je pense que la tâche de chaque entraîneur, éducateur, c'est de comprendre le valeur d'un jeune garçon, jeune fille. En premier, travail. Voilà. C'est ça qui est important, même si on ne parle pas français, on ne se comprenait pas. Moi, je me rappelle bien que Lungo Hilario, c'était l'entraîneur que j'ai entré à la salle, c'est lui qui m'a accueilli. Et puis là, j'arrivais avec un assistant social. Et il a vécu peut-être pas la même chose, mais il a vécu aussi parce qu'il est venu comme un Italien ici. C'est la même chose. Et je pense que c'est, je vais dire, les éducateurs qui sont vécus ce chemin comme ça. Je sens dans mes boxeurs, maintenant on a une série de boxeurs qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, et c'est le même, en même temps ça fait rire parce qu'on ne se comprend pas, mais en même temps ça devient sérieux parce qu'il faut montrer aussi que même si eux ils savent que c'est pas facile, il faut montrer que la vie ça doit continuer, il devrait être sérieux dans le travail. Bon, et puis ce sera justement peut-être un de ces jeunes, le futur champion, la future championne qui relancera la boxe en Suisse. Un vrai boxeur qui veut vraiment avoir du succès sur le plan mondial, il faut qu'il vienne vraiment d'une base sociale très basse, qui peut souffrir, qu'il est d'accord de souffrir dans des caves pourries comme c'est pas permis, où il se fait taper sur la gueule pour parler français, dans les caves au Bronx des États-Unis, ce genre de trucs. À la limite, il faudrait sortir un boxeur de sa cage dorée ici en Suisse, l'envoyer là-bas 6 mois, puis lui dire démerde-toi, et puis lui donner peu d'argent de poche, et puis qu'il doit ramer. Je pense que ça serait un petit peu ça. On vit trop bien en Suisse pour faire vraiment de la boxe à haute compétition. Bon, il le dit avec ses mots, mais c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent dans le milieu de la boxe. Et puis, plus le boxeur vient d'un milieu social bas, plus l'histoire est romanesque une fois qu'il perce. Que ce soit les Badou, les Nussbaum, les Blazer, les Skakia chez nous, ou les De La Mota, les Pacquiao, les Leonard, les Tyson, les Ali à l'international. Leurs vies sont des scénarios de films. D'ailleurs, sont littéralement souvent des scénarios de films. Je crois que le combat de boxe illustre parfaitement tout un film de la vie. Vous avez la dureté, l'adversité à combattre, les ruses de l'adversaire à prévoir, et la victoire et la défaite qui tombent sur vous comme un coup près. Vous êtes seul. Et je crois que c'est cette solitude et ce grand moment dans la boxe qui fait que souvent des grands artistes sont passionnés pour ce sport. Parce qu'ils retrouvaient là un roman très court, très succinct et avec un potentiel dramatique. Et vous en pensez quoi de la boxe et des sports de combat? Est-ce que c'est débile ou est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est génile ou est-ce que c'est débial? Écrivez-nous tout ça en commentaire. Et puis donnez-nous de la force avec un petit pouce ou un partage, parce que je vous promets que produire ces émissions,
c'est aussi un sport de combat. Bref, si la boxe est un beau sport avec des valeurs éducatives qui permettent d'offrir un cadre à de nombreux jeunes, le boxing business, au contraire, peut saper, peut briser et véhiculer ce que la société a de plus nocif. Mais même si vous n'aimez pas ça, la prochaine fois que vous verrez un boxeur ou une boxeuse monter sur le ring, regardez son jeu de jambes, ses déplacements, cette science du mouvement, sa précision, son timing, son abnégation. Et peut-être qu'au milieu de ce grand cirque, vous verrez alors que ce sont avant tout. Vous auriez voulu être un artiste de jazz? Ah, si on m'avait prêté les talents, je crois que j'aurais été aussi très heureux à être un musicien de jazz. Dans le jazz, je retrouve de nouveau la synthèse des beautés de la boxe. Dans la boxe, il y a aussi beaucoup d'improvisation. Il y a le rythme. Il y a la beauté des phrases improvisées. Dans la boxe aussi, il y a tout à coup, un boxeur vous fait une combination inattendue, frappe sur un angle tout à fait difficile. Ça vous surprend.